Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Salam alaikum, Zulf Lawan. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui afin d'assister et de participer avec nous à ce webinaire, à cette formation importante sur comment collaborer avec des auteurs et comment trouver des moyens de financement. Alors, on va essayer au cours de cette formation de parler sur le travail d'équipe, sur l'importance de collaborer avec des auteurs et les autres en général afin d'atteindre nos objectifs scientifiques qui sont généralement des objectifs communs. Ce sont des choses vraiment importantes et la réussite des projets et le classement même des universités est très dépendant de la force des équipes de recherche. Et être dans une excellente équipe, la probabilité d'avoir un financement par objectif ou bien un financement durable, bien sûr, cette probabilité augmente. Et on va découvrir au cours de cet atelier la capacité de la base de données Scopus pour nous donner, par des simples clics, beaucoup d'opportunités, soit de collaboration ou bien de financement. Je m'appelle Shorfi Hicham, je suis docteur en matériaux pour l'optique et l'optoélectronique, Université Farhat Abbas Sétif 1, Algérie, auteur de plusieurs publications internationales dans des journaux indexés. J'ai un brevet d'invention, entrepreneur et je suis l'ambassadeur du groupe Elsevier en Algérie. Alors, avant de commencer, je vous rappelle encore une fois que cette session est enregistrée et il n'y aura pas des attestations de participation à la fin. Voilà. Avant d'entamer le sujet de collaboration entre les auteurs et les moyens d'accompagnement des projets de recherche, on doit tout d'abord définir le terme collaboration, puisque l'objectif et le pilier de notre atelier aujourd'hui, c'est la collaboration. En fait, collaboration est l'acte de travailler ou bien de réfléchir ensemble. Pour quel but? C'est tout simplement pour atteindre un objectif bien déterminé. Et dans le sens commun, la collaboration est un processus par lequel au moins deux personnes ou bien deux organismes s'associent afin d'effectuer un travail intellectuel suivant des objectifs qui sont des objectifs communs. Et là, si on parle d'organismes et des équipes, on peut dire aussi coopération. Et c'est un ensemble des méthodes et des conventions structurées de collaboration. Bien sûr, il encourage beaucoup le travail de groupe sur un plan scientifique et qui favorise même la communication, soit communication intra-team, c'est-à-dire entre les chercheurs de la même équipe, ou bien inter-team, c'est-à-dire la communication entre les équipes elles-mêmes, soit des équipes du même domaine, ou bien un inter-team multidisciplinaire, voilà. Je parle d'échange, de partage de connaissances, mais de manière beaucoup plus horizontale, où la responsabilité est collective et le patron de le projet, ou bien le patron du projet, est l'objectif. Voilà, on parle d'objectifs nobles, qui est soit l'augmentation des taux de réussite des équipes quand elles se livrent à la résolution d'un problème spécifique, bien sûr toujours en collaboration, mais aussi pour améliorer les résultats des projets programmés en accédant soit au laboratoire équipé, soit au matériel personnalisé, soit matériel pour faire les essais pratiques ou bien les équipements de caractérisation. Même aux databases, et ça pour les gens qui cherchent les big data et les sources d'informations, dans ce cas-là, la collaboration est vraiment la meilleure solution durable. Maintenant, quels sont les réels avantages et les atouts d'une collaboration scientifique? En fait, le travail collaboratif dans son ensemble semble une méthode très simple et très efficace et qui a beaucoup d'avantages. Comme par exemple,
le gain de temps. Et c'est le premier avantage visible du travail collaboratif. Et surtout, si on reste toujours bien structuré, sérieux, avec des bilans d'avancement, avec aussi des réunions périodiques de coordination. Et ça va aider sûrement pour la prise de décision et la résolution des problématiques. Aussi, il faut dire que la collaboration des équipes permet d'accroître la créativité, mais également d'insérer une certaine souplesse dans la résolution des problématiques. De plus aussi, la flexibilité en général, grâce au brainstorming, par exemple, entre les membres d'équipe qui sont parfois multidisciplinaires, ce qui représente un réel atout pour le projet et par conséquent sur la motivation, bien sûr, et la productivité des collaborateurs. Un autre avantage, c'est l'augmentation de la productivité, puisque c'est, comme vous savez, le travail collaboratif implique l'implémentation des nouveaux outils comme les plateformes intelligentes de communication, comme aussi les visioconférences. Ces outils-là permettent à l'ensemble des collaborateurs d'accroître leur productivité d'une manière rapide et simplifiée, c'est-à-dire être plus efficace en optimisant la qualité du travail rendu. Une autre chose importante, c'est la transparence du projet. Alors, si les collaborateurs travaillent toujours sur des plateformes intelligentes, comme j'ai mentionné, ça va permettre de rendre visibles les dernières mises à jour et tous les collaborateurs peuvent avoir une vue sur l'état d'avancement de chaque projet à tout moment. Donc, cette traçabilité et cette transparence de l'information garantit une responsabilisation des équipes. Et avec la traçabilité, on évite le conflit entre les membres, qu'on peut le considérer des fois comme un inconvénient, malheureusement, un inconvénient de collaboration. Et ça, en cas d'absence d'une traçabilité. Maintenant, après l'exposition de l'importance de processus de collaboration, je vais vous présenter une méthode de recherche sur la base de données Scopus. Une méthode très efficace et qui vous permet de trouver facilement des collaborateurs pour vos projets de recherche. Pas seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle mondiale. Et on parle de développement de nouvelles idées, accès aux équipements spécialisés de haute technologie et pour avoir même des opportunités de financement. Et avant ça, puisqu'il y a des participants entre nous qui n'ont pas assisté les séances et les sessions précédentes, je vais rapidement expliquer comment accéder à Scopus. Alors, la condition d'accès à Scopus est d'avoir, premièrement, un compte institutionnel de votre établissement universitaire. Ces accès sont financés par les différents consortiums de Grand Maghreb, comme l'IMIS du Maroc, le CNUDES de la Tunisie et le CIRIST pour les Algériens. Alors, prenons l'exemple des étudiants et des enseignants-chercheurs algériens. Vous pouvez tout simplement contacter le CIRIST ou bien le bureau SNDL le plus proche pour avoir un compte SNDL, c'est-à-dire un compte au Système national de documentation en ligne, puisque c'est via cet accès qu'on accède à Scopus. Alors, SNDL est disponible sur www.sndl.cirist.dz. On met le mot de passe et l'identifiant pour que cette interface apparaîtra. Puis, vous pouvez cliquer sur Sciences et techniques. Et parmi les bases affichées, vous allez trouver facilement l'icône de Scopus. Scopus est une base pluridisciplinaire de résumés et de citations signalant des centaines de millions de documents scientifiques produits par plus de 5300 éditeurs. Toutes sortes de documents que vous imaginez. Et sur Scopus, on peut faire la recherche soit par document, c'est-à-dire qu'on lance la recherche d'un sujet ou d'un document à partir d'un titre ou bien à partir des mots-clés,
On peut faire aussi la recherche par nom d'auteur et la recherche par affiliation. Voilà, la fois passée, nous avons déjà vu comment faire la recherche d'un sujet scientifique et comment faire la recherche d'une revue pour publier. Et aujourd'hui, on va voir comment lancer une recherche pour trouver un collaborateur et comment trouver aussi un organisme de financement. Alors, sur la barre de recherche, j'ai tapé deux mots-clés qui sont light scattering, qui est la diffusion de la lumière, et biologie, c'est-à-dire biologie. Ce sont des mots-clés qui correspondent à mon axe de recherche. Et je clique tout simplement sur Search en bas. Voilà, il m'a donné 2247 résultats. Alors, je peux à chaque fois changer ou bien ajouter plus de mots-clés pour avoir plus de résultats, pour avoir des résultats plus précis et plus affinés, soit en renforçant l'équation de recherche par des syntaxes spécifiques, comme par exemple les opérateurs booléens, les jokers, ou bien d'utiliser les filtres pour affiner les résultats. Je clique aussi après sur Analyze Search Results. Cet outil sert à analyser les résultats de ma recherche en fonction de plusieurs paramètres. Alors, pour chercher des auteurs et des collaborateurs, je clique tout simplement sur Document by Author. OK? Normalement, c'est simple pour le moment. Et voilà, sur Document by Author, à gauche, il m'a donné une liste de plus de 180 auteurs qui travaillent sur l'axe choisi. À droite, il affiche les top 10 des auteurs dans le monde, comme par exemple Monsieur Boppard, numéro 1. Parmi ses publications, il a 14 documents qui correspondent exactement à l'équation de recherche que j'ai tapée, c'est-à-dire Light Scattering and Biology. Alors, vous pouvez tout simplement cliquer sur son nom, sur le nom de M. Boppard, Stéphane Boppard, et Scopus va vous diriger directement vers son profil, comme vous voyez. Et vous allez trouver beaucoup d'informations importantes ici. Hein. Voir par exemple son affiliation, comme ça, OK, son affiliation. C'est en détail, soit université, laboratoire, centre de recherche ou bien une entreprise. Aussi son ORCID, qui est un code universel et qui permet d'identifier les chercheurs et les auteurs de contributions scientifiques et académiques aussi. Une autre information, c'est les topics, c'est-à-dire les sujets et les axes ou bien les domaines où ils travaillent. Et je dois consulter ça pour bien vérifier qu'on est les deux dans le même axe. C'est une information importante. Aussi, c'est le nombre total de publications calculé par Scopus. Et dans ce cas-là, comme vous voyez, il a 540 documents, donc 14 documents qui correspondent exactement aux mots-clés que j'ai tapés. Le nombre aussi de citations. Et dans ce cas, comme il est affiché, il est cité 18 514 fois dans 10 361 documents. Aussi, son indice H, il a un indice H égale 71, c'est un très bon indice. Cet indice 71 nous informe qu'il a au moins 71 publications, Monsieur Stéphane, où chacune d'elles, c'est-à-dire chacune de ces publications, les 71, est citée au moins 71 fois. Peut-être, je répète, c'est 71, c'est-à-dire qu'il a au moins 71 publications où chacune d'elles est citée au moins 71 fois. Aussi, une information importante sur les co-auteurs qui ont travaillé déjà avec Monsieur Stéphane, qui ont collaboré avec lui, et je peux aussi directement le contacter
pour demander l'aide et pour voir avec lui la possibilité de collaborer. Et ça, c'est important. Et pour le contacter, je clique tout simplement sur la liste des 540 documents qu'il a publiés pour ouvrir n'importe quel document. Et je clique sur n'importe quel document du 540 pour voir les détails. Et voilà, parmi les auteurs de ce document, on trouve le nom de M. Stéphane Boppard avec une petite enveloppe juste à côté qui garantit un contact direct avec lui via son adresse email personnelle et son adresse email professionnelle. Alors, j'espère que c'est clair pour la question de comment trouver un collaborateur. Normalement, c'est facile. J'ai essayé de résumer ça dans quelques diapos. Maintenant, on passe à une autre question qui est importante aussi. C'est comment trouver des moyens de financement. Et avant ça, je veux vous rappeler les organismes qui financent les projets de recherche. Alors, c'est à travers, par exemple, les programmes nationaux et internationaux de recherche, qui sont gouvernementaux généralement. Ce sont des programmes lancés dans le cadre de partenariats et de coopération entre les institutions et les pays. Aussi à travers les budgets des cellules recherche et développement des entreprises pour but d'offrir des solutions à des problématiques bien précises. Aussi à travers les organisations mondiales scientifiques et aussi les fondations caritatives, à travers aussi les agences thématiques, qui sont des agences qui travaillent et qui financent les projets dans un thème bien spécifique. Comme par exemple en Algérie, nous avons parmi les agences thématiques, nous avons l'ATRST. L'ATRST, c'est l'agence, normalement, c'est l'agence thématique de recherche en sciences et technologies, qui finance bien sûr les projets de recherche dans le domaine sciences et techniques. Aussi, parmi les agences et parmi les organismes de financement, nous avons les agences d'accompagnement, comme par exemple l'Enveredet, qui est l'Agence nationale de valorisation du résultat de la recherche et de développement technologique. Elle finance tout type de projets de recherche. Moi-même, je suis accompagné par l'Enveredet pour un projet dans le domaine de l'agriculture intelligente. Et on est maintenant à l'étape de financement de prototypes. Alors, il y a beaucoup de moyens de financement et chacun doit chercher, chacun doit tenter sa chance pour décrocher un financement pour son projet. Et on va aujourd'hui aussi vous montrer comment Scopus peut vous aider pour chercher un financement d'un organisme, surtout un organisme international. Et c'est ça, c'est l'important. Alors, sur Scopus toujours, j'ai effectué la recherche utilisant les mêmes mots-clés, les deux mots-clés qui sont light scattering and biology. Je clique sur Search, toujours. Puis, je clique sur Analyze Search Results. Cette fois-ci, parmi les analyses proposées, on va choisir Document by Funding Sponsor. Alors, cette fenêtre nous donne les organismes qui financent et qui sponsorisent les chercheurs et qui sponsorisent les recherches en général dans l'axe que j'ai choisi, ou bien par rapport aux mots-clés que j'ai tapés. En fait, il y a plusieurs concepts de financement, soit financement direct, soit financement logistique, c'est-à-dire par l'autorisation et le feu vert pour travailler dans ces laboratoires, ou bien les laboratoires de ses partenaires. Et bien sûr, d'utiliser le matériel qui est disponible chez le sponsor. Alors, sur le top 10, on trouve par exemple the National Natural Science Foundation. Je ne sais pas, il est clair aussi? Oui, c'est clair. Sur le top 10, toujours. Le numéro 1, c'est the National Natural Science Foundation qui a financé déjà
plusieurs projets dans mon axe de recherche. Il est cité comme sponsor dans, comme vous voyez, 150 documents et je peux les consulter un par un pour voir les détails de la similarité avec mon sujet. Parmi la liste à gauche, j'ai choisi parmi le grand nombre des organismes proposés, j'ai choisi un organisme, par exemple, c'est par hasard, Japan Society for Promotion of Science. J'ai cliqué sur le nombre de documents. On clique, par exemple, sur 154 de Natural Science Foundation. On clique sur le nombre de documents. Comme ça. Et il m'a donné toute une liste. Je clique, par exemple, sur le document numéro 1. Et il va nous donner tous les détails, bien sûr, de ce document, bien de cet article. Et en bas, on clique sur l'astuce la plus importante qu'on doit l'utiliser tous. C'est une astuce vraiment importante. Hein. En bas, vous allez trouver 6 opportunities. Ce sont les opportunités offertes par cet organisme de financement. Si on clique sur 6 opportunities, il va nous donner toutes les offres et les opportunités de financement publiées par cet organisme, soit des financements directs ou bien des bourses aussi. Et comme par hasard, cet organisme a des offres dans plusieurs domaines. Hein. Comme vous voyez, il y a les sciences sociales, la physique, la chimie, les sciences humaines, et même des projets généraux. Et ce sont des projets en cours, c'est-à-dire on peut postuler pour avoir des financements si nous avons le même axe de recherche de cet organisme ou bien de cette institution de financement. Et vous pouvez à chaque fois choisir un document et consulter le détail du document et cliquer sur « See Opportunities ». À chaque fois, cliquez sur « See Opportunities » pour voir les offres de financement et vous allez trouver plein d'offres de financement. C'est vraiment important pour avoir le financement. OK. J'ai essayé d'être clair et net et rapide aussi pour être simple. Alors voilà, je pense qu'on a parlé sur des solutions pour trouver des collaborateurs qui sont des collaborateurs intéressants, basés sur des analyses réelles et correctes. Et même, nous avons vu comment faire la recherche sur les moyens de financement. Et vous allez pratiquer, vous allez chercher des moyens de financement comme ça, et même les opportunités actuelles de financement et les bourses de recherche. Et pour chaque webinaire, on va donner plus d'informations, plus de solutions afin de maîtriser ce processus. Et par exemple, pour le 29 janvier à 11h, vous êtes invité à une autre formation sur comment revoir et comment analyser la littérature pertinente pour mon sujet de recherche. C'est une formation, sera une formation très importante et très riche d'informations. Et voilà, je vous remercie et je passe aux questions. Comme d'hab, je vais essayer de répondre aux questions qui ont relation avec le sujet d'aujourd'hui. Hein. J'espère que c'est clair. OK, si vous avez des questions, je suis là. Alors, je vais essayer de lire les questions sur la fenêtre questions-réponses. Si j'ai une question, en quelle année de thèse on pourra avoir un financement? Bon, ça dépend. Si vous êtes en co-tutelle, par exemple, vous allez avoir le financement en première année dans le cadre de coopération entre les institutions, soit l'institution
locale ou bien l'institution étrangère. Il y a beaucoup de, soit en cas de co-encadrement, bien de co-tutelle, ou bien dans le cadre du projet. Si vous êtes algérienne et si vous êtes affilié au projet PNR, c'est-à-dire le Programme national de financement, vous allez recevoir le financement en première année. C'est quoi l'ORSIDE? En fait, l'ORSIDE, c'est l'Open Researcher and Contributor ID. Et comme j'ai mentionné déjà sur l'exposé, est un code universel et qui permet l'identification des chercheurs et qui ont une contribution scientifique et qui ont une contribution académique. C'est la même idée comme le DOU, hein. Le DOU qui est utilisé par les revues afin d'identifier les articles et les documents scientifiques.